OK. Merci pour votre patience. Hein? On a tout réglé, je pense, les problèmes techniques. La session va être en français. The session is going to be in French, so if you need translation, please get earphones. Okay? Alors, Tim Aubry, je me présente de l'Université d'Ottawa. Puis, j'ai le plaisir de modérer cette session qui va être sur le projet Logement Montréal, qui est un projet qui est assez bien connu dans le monde de Logement d'abord. Puis je pense qu'on va apprendre toutes sortes de choses qu'on peut utiliser dans nos programmes de Logement d'abord, mais ils vont vous expliquer, c'est un nom différent au Québec. Okay? Je vous donne juste la traduction de Housing First. Il va y avoir 4 présentateurs. David Penners, après Bernard Germain-Nignan, Mélanie Bisonnette et Laurence Chevalier. Et il y a certainement d'autres personnes qui sont impliquées, qui sont dans le programme. Est-ce que c'est bien, on garde les questions à la fin? OK, on vous donnera certainement 20 minutes environ pour les questions. Alors, allez-y. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, comme Tim m'a présenté, moi je m'appelle David Penners. Je suis coordonnateur du guichet d'accès et du poste suivi à Projet Logement Montréal. Donc, j'ai été intervenant, chef d'équipe plus coordonnateur depuis 3 ans. Donc, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec mes collègues. Merci à tout le monde d'être là. Merci à ceux qui sont en ligne aussi pour regarder cette présentation. Puis, devant, on a une belle communauté de nos partenaires et de nos intervenants, chefs d'équipe, directeurs des organismes qui sont parmi nous. Donc, si vous voulez faire un petit signe, ça fait plaisir. Donc, on va vous présenter notre projet qui a maintenant 9 ans de vie. Donc, on est parti. Ça va se présenter en 3 parties. On va commencer par une présentation un peu de l'évolution de l'approche Logement d'abord qu'on a vécu à travers le projet depuis 2015. Je passerai ensuite la parole à Bernard qui parlera du logement, surtout du logement accessible et des défis. Et enfin, on aura Mélanie et Laurence sur toute la partie clinique sur la stabilité résidentielle durable. Alors, c'est moi qui commence. Donc, on va aller sur 3 parties, j'ai envie de dire. On va expliquer un petit peu la genèse du projet, l'évolution des modèles de subvention entre ce qu'on a connu au début, puis où est-ce qu'on est arrivé pour un peu démontrer l'adaptation qu'on a eue au fur et à mesure du temps. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Projet Logement Montréal, c'est un consortium. C'est un consortium des 4 plus gros organismes qui travaillent dans le milieu de l'itinérance à Montréal. Donc, on a la Maison du Père, l'Accueil Bonneau, qui est représenté ici par sa directrice générale, la directrice générale de la Maison du Père, Jaël, qui va intervenir tout à l'heure. On a la Mission Bon Accueil, j'ai aperçu Emmanuel, qui est tout au fond là-bas, qui représente, et la Mission Albury. Et donc, c'est parti d'une idée commune en 2014 de travailler à Montréal, de présenter un projet pour réduire l'itinérance à Montréal. Alors, on a commencé en 2015 avec le financement fédéral, qui est maintenant vers un chez-soi, qui était avant la SPLI. Et donc, c'est en 2015 que le programme serait créé, avec comme belle idée de trouver un logement et de placer des personnes en situation d'itinérance, de 250 personnes sur des logements privés sur l'île de Montréal. Ensuite, 2018, comme vous le voyez, il y a eu une bascule, on va y revenir plus tard, ce qui a généré un peu le changement
dans notre approche, puis dans l'adaptation du modèle, où les financements viennent d'ailleurs, mais c'est surtout l'arrivée de l'OMHM. Donc OMHM, c'est l'Office municipal d'habitation de Montréal. Donc à partir de ce moment-là, on a travaillé en collaboration avec ce grand organisme qui donne les subventions au logement. C'est à ce moment-là que le guichet d'accès au logement a été créé. On a travaillé pour avoir 166 plus 40, ça fait 206 participants de plus. 2020, la Covid frappe. Il y a des services d'hébergement d'urgence à Montréal, des hôtels sont réquisitionnés, des arénas pour fournir de la place. Et il y a un nouveau financement qui nous octroie 157 subventions supplémentaires. 2022, on a poursuivi avec 47 participants, 47 subventions supplémentaires. Et en 2023, on a 70 nouveaux. Ça réduit un peu, mais on avance, on continue. Et puis, au moment où je vous parle, c'est environ 50 personnes supplémentaires qu'on va placer dans les prochains mois. Ça ressemble à quoi aujourd'hui PLM? C'est 730 personnes qui ont accédé à un logement permanent depuis 2015, avec un taux de maintien d'à peu près 77%. Aujourd'hui, PLM, c'est 60 employés répartis sur les 4 organismes, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et depuis 2015, c'est 127 propriétaires qui ont été partenaires avec nous. Alors, comme je vous ai dit, il y a eu une bascule en 2018 sur notre approche. Donc, les subventions, les types de subventions qu'on a eus ont évolué. Donc, en 2015-2016, quand on a commencé notre projet, avec le financement fédéral, on avait des subventions à la personne. Et donc, on était collé, je pense, à l'approche Housing First, à l'approche SRA, avec le droit à l'erreur. On a eu de nombreux participants qui ont changé 3, 4, 5 fois de logement, parce que c'est ça le principe. Donc, il y avait beaucoup de possibilités de déménagement. Et donc, on était dans une période aussi dorée sur l'île de Montréal en termes d'accès au logement. C'est plus le cas, puis pas juste à Montréal. Je vous ai parlé tout à l'heure que 2018 avait été une bascule. Elle est arrivée avec justement l'arrivée puis la collaboration avec l'Office municipal d'habitation. C'est eux maintenant qui fournissent les subventions. C'est plus une subvention à la personne, c'est une subvention au logement. Et donc, notre modèle SRA, où pas de critères, l'accès au logement assez immédiat, a changé avec l'arrivée de subventions maintenant où la personne doit être admissible à l'Office municipal d'habitation avec des critères précis de type de revenu, un montant maximum, monsieur ou madame ne doit pas avoir d'antécédents. Et en 2018, le type de subvention que l'Office nous a accordé a un nom un peu barbare que je vous épargne, mais dans ce modèle-là, dans ce type de subvention-là, nos participants n'avaient plus le droit qu'à une seule relocalisation, un seul déménagement. Donc, on vient de basculer sur ce droit à l'erreur, cette façon de faire où la personne pouvait changer de logement si ça ne marchait pas. On se retrouve avec une subvention qui nous lie les mains sur le fait qu'il faut justifier par des motifs biopsychosociaux auprès de l'Office que la personne n'est pas bien dans son logement et qu'elle nécessite une relocalisation. Donc, ça change énormément l'approche qu'on avait en 2015 liée au Housing First. Depuis 2020, avec notre projet 3, 4 et 5, c'est encore un autre type de subvention. Bonjour, James. Le 4e qui manquait. Donc, 2020, l'Office municipal des habitations nous octroie des subventions encore différentes, avec un autre nom, je vous l'épargne encore, mais donc qui, là, est encore plus restrictif au niveau surtout des relocalisations. Encore une fois, on peut
peut ou pas faire changer de logement quelqu'un. Donc, entre ce qu'on avait en 2015 sur une approche assez collée à l'approche logement d'abord, c'est vraiment le type de subvention qui a fait modifier notre approche. Je vais y revenir justement. Donc, l'adaptation aux critères de l'Office municipal d'habitation. Donc, il y a des adaptations pour nos participants, parce que je ne vous rappelle pas les 5 fondements de l'approche, mais dans le premier, l'accès immédiat à un logement sans condition, là, on en a des conditions, parce que la personne doit respecter les critères de l'Office municipal d'habitation. Il y a aussi tout un pan administratif. Pour accéder à un logement subventionné, il faut faire ses impôts, il faut remplir plein de papiers pour être admissible, ce qui n'était pas notre cas en 2015-2016, où les gens arrivaient, puis « David, j'ai envie d'un logement, let's go, on y va ». Mais par contre, on va dire que le point positif, c'est la pérennité de la subvention, parce que le message qu'on donnait à nos hommes et nos femmes, c'est « Tu restes un bon locataire, tu as une subvention pendant tant et aussi longtemps que tu en as besoin. » Donc, c'est cet avantage-là. Dans la deuxième partie, c'est aussi pour ce qui a dû changer, c'est la recherche de logement. En 2015, Bernard, il vient un peu plus loin, il y avait une relation one-on-one avec le propriétaire. On trouvait un logement avec le propriétaire, on s'arrangeait directement avec lui. Dorénavant, vu qu'on travaille avec l'Office municipal d'habitation, une fois que Bernard et son équipe ont trouvé un logement, il faut que les agents de l'Office municipal d'habitation aillent conventionner ce logement, aillent le voir, aillent le visiter, que le logement corresponde à certains critères. Il y a une grille de prix, on va vous la montrer tout à l'heure. Et puis, c'est dorénavant une entente entre un propriétaire et l'Office municipal d'habitation. Ça a changé parce que bon nombre de propriétaires, des fois, ne veulent pas que l'Office vienne dans leur bâtisse. Voilà un exemple flagrant de ce qu'on a vécu au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est pas le prix moyen à Montréal, c'est l'évolution des prix que PLM a réussi à travailler au fur et à mesure des années. Donc l'équipe des agents logement a fonctionné avec cette évolution-là. Donc on voit vraiment qu'on avait des studios aux alentours de 600 $, on arrivait à trouver à l'époque, en 2015, et on est arrivé presque le double. Donc, c'est pas juste Montréal, je pense que partout au Canada, c'est la même chose. Les territoires. En rouge, c'est les territoires que PLM arrivait à trouver en 2015. C'est-à-dire que dans cette zone, c'est la grande concentration, c'est là où il y a les lignes de métro principales, c'est là où nos hommes et nos femmes trouvent tous les services. Maintenant, l'équipe d'agents logement trouve dans ce grand rond noir. Pour donner un exemple, entre le centre-ville et puis les extrémités, c'est 1h30 de transport en commun pour nos intervenants. Donc ça change énormément notre façon d'intervenir aussi. Je vais donner la parole à Jaël, la directrice générale de la Maison du Père, pour présenter la structure, et à Fiona, puis à James. Donc, bonjour tout le monde. Alors, ce qu'on voulait vous présenter justement, c'est un peu avec un tel projet, avec une telle envergure, il a fallu un peu structurer pour s'assurer de bien manager le projet, puisque Maison du Père est porteur du projet, donc on est considéré comme mandataire, mais on travaille en fait à 4 organismes avec Fiona, avec James et Sam qui n'est pas là, mais qu'Emmanuel représente. Et on a bâti une structure organisationnelle qui ressemble un peu à ça. Donc, dans le fond, le comité de gouvernance que vous avez, c'est vraiment la direction générale des 4 organismes. Et on a créé aussi une cellule à part qui relève de nous, qui est la cellule de gestion financière, qui est animée et l'idée par le directeur financier de Maison du Père et les autres directions financières. Ensuite, on a le comité exécutif. Je pense qu'ils sont là, si vous voulez vous lever, les comités exécutifs, qu'on mette un visage. Allez, Emmanuel. Emmanuel, il n'est pas
C'est ça, il répond pour tout. Donc, le comité exécutif, c'est vraiment les leaders, justement, décisionnels chez les 4 organismes. Et leur rôle, c'est d'aller vraiment planifier un peu les orientations stratégiques et que le comité de gouvernance va venir encadrer, finalement. Donc, vraiment s'assurer de du bon arrimage de l'ensemble des actions et du respect aussi des politiques qui entourent le projet. Et on a le comité de gestion où justement, il n'y a pas tous les coordonnateurs, mais c'est tous les coordonnateurs des organisations qui sont là pour assurer la bonne application des actions selon les stratégies qui ont été validées en comité de gouvernance. Et vous avez les équipes par organisme. Donc c'est à peu près, c'est vraiment un peu la structure décisionnelle de Projet Logement Montréal et aussi la structure d'arrimage finalement du projet. Voilà. Je remonte. On va aller justement là plus en détail un petit peu. Il y a la structure organisationnelle, puis comment on est à l'intérieur de PLM. Donc, on a un directeur de projet qui est malheureusement pas là aujourd'hui avec nous. Mélanie, qui va prendre la place, qui est la coordonnatrice clinique. On a Bernard, notre coordonnateur au logement, puis moi-même, je me suis présenté tout à l'heure. Je ne vais pas répéter. Ensuite, sur le terrain. Donc, on a 4 chefs d'équipe. On a Xavier et Marion qui sont parmi nous dans de la Maison du Père et de l'accueil Bono. Alexandre aussi qui est là pour Mission Bon Accueil. Donc, c'est eux qui assurent la gestion des intervenants qui viennent en support sur le terrain. On a aujourd'hui 29 intervenants psychosociaux qui interviennent dans la communauté. On a depuis 1 an, c'est ça Mélanie? 1 an, on a un infirmier adjoint clinique. Et depuis aussi 1 an, avec notre grand plaisir, on a Laurence, qui est notre père aidante. Ensuite, on a une équipe logement. Donc on a une chef d'équipe, Toromba, qui est parmi nous. On a 10 agents logement, donc ce qu'on appelle des ADL chez nous. Et on a une agente qui est la liaison entre l'Office municipal d'habitation et nous, parce que avec le nombre de subventions qu'on gère, il faut faciliter la communication. Et puis, des équipes spécifiques dont je m'occupe, qui sont le guichet d'accès, donc la porte d'entrée pour recevoir les demandes, et puis la sortie avec le poste suivi. Donc, voilà comment est organisé PLM. Ah, excusez-moi, je suis allé trop vite. Et puis, on a aussi 3 adjoints administratifs qui gèrent tout ce qui est de tenue de dossier, organisation des choses. Donc voilà, on est une 60aine en tout d'employés au niveau de PLM. Je vais revenir tout à l'heure pour une autre partie. Je vais céder la place à Bernard. Merci. Merci, je suis Bernard, je suis le coordinateur logement au niveau du projet Logement Montréal. Donc moi, je vais commencer ma présentation en posant une question à la salle, à tout le monde. Est-ce que qui peut me donner le profil d'un agent de logement? Je pense que vous avez déjà entendu parler d'agent de logement ADL, mais est-ce que vous connaissez C'est des bonnes qualités. Est-ce que c'est un agent immobilier ou un intervenant psychosocial? C'est surtout ça que je veux savoir. Est-ce que vous, selon vous, est-ce que c'est un agent immobilier ou les deux? Les deux? L'équipe d'agents de logement, ce sont des gens, des hommes et des femmes qui viennent de plusieurs horizons, avec plusieurs profils. Nous n'avons pas de profil vraiment d'agent immobilier ni de profil psychosocial. Donc les agents de logement, ils ont encore une valeur ajoutée par rapport à un agent de immobilier qui est là juste pour trouver un logement ou un bien immobilier pour une personne donnée. Les agents de logement, nous avons cette valeur ajoutée d'être au début à la... Non, excusez-moi. D'être au début à la recherche, la prospection à la recherche, accompagner le participant à la signature de bail, à son aménagement et rester toujours dans le dossier pour faire la médiation avec le propriétaire. Donc c'est ça la valeur ajoutée de notre agent de logement au niveau du PLM. Donc, la formation des ADL, il n'y a pas de formation déjà
structurés, posés, mais la formation se fait par rapport à l'expérience des agents de logement. Donc, ils viennent avec leur profil et ils sont arrimés avec déjà des agents de logement qui sont déjà sur place, qui ont déjà l'expérience. Donc, ça se fait par jumelage au jour le jour et l'agent de logement acquiert ses expériences en suivant les autres. Donc, il faut noter qu'un agent de logement, pour être vraiment opérationnel, c'est entre 3 à 6 mois. À partir de 6 mois, il est quand même opérationnel, qui peut vraiment aller au terrain et fournir de bons résultats. Et les agents de logement, ils ont quand même un quota entre 50 et 60 personnes qui vont suivre quotidiennement la mise en logement et le suivi continu, également les liens avec les propriétaires. Donc, le rôle des agents de logement, c'est rechercher les logements sur tout l'ensemble de l'île de Montréal, développer et maintenir les liens de confiance avec les propriétaires, bien sûr avec les participants aussi, analyser tous les besoins des participants par rapport à leurs besoins en logement. On va savoir est-ce que les participants veulent des appartements adaptés ou des gens qui veulent des appartements près d'un métro. Il faut vraiment faire l'analyse avant de pouvoir mieux servir les participants. Ils vont faciliter et faire la médiation avec les propriétaires. Je viens de vous dire que c'est une des valeurs ajoutées de l'agent de logement. Rester en contact continu avec les propriétaires, surtout dans cet environnement où nous avons une rareté et des logements de plus en plus chers et de plus en plus éloignés de Montréal. Ils vont accompagner dans les tâches administratives. Donc, ils ont quand même autour de 20% des tâches administratives, parce que la plupart du temps, c'est la recherche et la consolidation des liens et le maintien en logement. La collaboration agent de logement intervenant. Il faut savoir que les agents de logement n'ayant pas de profil psychosocial, ils sont amenés à travailler de manière étroite avec les agents cliniques intervenants psychosociaux qui ont quand même une formation à la matière. Donc, il y aura toujours des co-interventions par rapport aux visites de logement, par rapport à tout ce qui est problématique qui vont se passer en logement, par rapport aux discussions cliniques. Il y a quelqu'un qui me disait tantôt, c'est M. Aubry qui dit il faut également inclure maintenant le domaine santé dans notre manière de faire les choses, parce que nos participants n'ont pas seulement besoin de logement, mais ils ont besoin d'encore plus de logement. Donc, plus de services pour pouvoir les maintenir dans le logement. Donc, les agents de logement vont faire normalement 2 visites par année, une fois que monsieur et madame est en logement. Mais les autres visites vont se faire en co-intervention avec les gestionnaires des cas pour soit fidéliser, continuer à appuyer la stabilité résidentielle ou intervenir en cas de problème entre propriétaires, participants ou participants avec l'environnement dans lequel il évolue. Les propriétaires. De 2015 à maintenant, on n'avait pas le même visage de propriétaires. Donc nous avons des propriétaires qui collaborent. Ce sont des propriétaires qui ont déjà eu une expérience avec l'itinérance, des propriétaires qui ont conscience des enjeux de l'itinérance, des propriétaires avec des expériences personnelles en matière de l'itinérance. Et nous avons des propriétaires aussi qui craintifs. Ce sont des propriétaires qui ont eu une mauvaise expérience avec l'itinérance, des propriétaires, des petits propriétaires qui habitent dans leur logement, dans leur duplex, mais qui veulent redonner à la société, mais ils ont peur également qu'une personne vienne troubler la quiétude de leur famille, dans leur milieu familial ou le quartier dans lequel ils sont. Et les propriétaires qui ont déjà eu affaire avec l'itinérance, qui ont déjà donné leur logement à des gens en situation d'itinérance et qui ont vécu de mauvaises expériences. Nous avons évolué de 2015 jusqu'à maintenant par rapport au visage que le secteur de logement nous propose. Donc, on était obligé de nous adapter aux règles de l'Office municipal d'habitation de Montréal, où toute la grande partie de la situation passe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pour qu'on puisse octroyer un logement à
un participant, il faut vraiment plusieurs étapes. La première étape, c'est s'assurer que le propriétaire avec qui nous allons faire l'affaire n'est pas barré des services de l'Office municipal d'habitation de Montréal. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est maintenant nous allons valider d'abord les tailles de logement. Nous allons voir la sécurité, la salubrité des logements, l'entretien, l'accessibilité. Donc, il faut savoir que les logements que nous offrons à nos participants, ce sont des logements que nous-mêmes, nous pouvons habiter dedans. Une fois que le logement est juste une petite insalubrité, l'office municipal refuse de le conventionner pour les logements. Donc, on s'efforce à trouver, malgré la difficulté, à trouver des beaux logements pour les participants. La grille. Aujourd'hui, nous allons également nous sommes obligés de respecter la grille de logement de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Ça peut arriver qu'on trouve des logements qui sont moins chers que ça. Mais est-ce qu'ils sont habitables? Mais la plupart du temps, ce sont les logements qui sont plus chers ou il faut que ça rentre dans la grille de l'office municipal. Quand ça ne rentre pas dans la grille de l'office, ça encore, on a fait appel au savoir-faire des agents de logement pour aller négocier avec les propriétaires pour pouvoir avoir vraiment une entente et essayer d'accoter les prix de l'Office municipal d'habitation de Montréal afin de pouvoir loger nos participants. Nous avons les défis. Décentralisation de logement, on s'éloigne de plus en plus de Montréal. La stigmatisation des participants. Par rapport à ça, moi j'ai un propriétaire qui, le logement a été conventionné, il est prêt à être logé. J'ai présenté un participant, le participant avait des droïdes, avec des tatous. Donc le propriétaire est sorti directement et me dit, ce monsieur-là, je ne le veux pas dans mon logement. Donc le participant était juste devant moi, l'intervenant était là, c'était David à l'époque. Puis nous sommes tous restés stoïques. Qu'est-ce que faire? Le participant en larmes, il fallait retravailler pour avoir la confiance du participant et retravailler également pour avoir la confiance du propriétaire parce que ce même propriétaire est toujours avec nous, avec les participants PLM. Donc la pénurie, je ne vais pas vous revenir là-dessus, le squattage, l'entretien des logements, l'éviction et les décès, ce sont des réalités que nous vivons. Face à tout ça, on a mis en place des stratégies d'adaptation. Et ces stratégies-là, c'est le développement de nouvelles méthodes de recherche de logement. Donc, les agents de logement vont développer d'autres méthodes. Ils vont aller au-delà des réseaux sociaux. Ils vont aller au-delà du référencement pour trouver le logement à Montréal. On a mis en place le service de paiement de logement, de loyer, qui vient sécuriser encore un certain nombre de propriétaires. Nous avons plusieurs propriétaires aujourd'hui, des propriétaires qui veulent juste avoir leur revenu chaque mois, revenu de loyer, le reste, ce n'est pas leur problème, mais les propriétaires qui veulent aussi le revenu et le comportement des gens que nous allons placer. Donc, nous avons plusieurs types de propriétaires, des gros comme des petits. Sensibiliser toujours les propriétaires par rapport au logement, aux participants, parce que pour éviter les cas de stagnation ou les cas de mise à part de nos participants. Donc, notre rôle, c'est aussi mettre les gens en logement et les amener à être de plus en plus autonomes et reprendre leur place dans la société. Donc, on va continuer à sensibiliser les propriétaires, sensibiliser les participants et souvent l'entourage des participants pour que ces participants ne soient pas stigmatisés. On va garder la confidentialité. Le renforcement des liens avec le propriétaire. Nous avons développé aussi un certain nombre de mécanismes pour continuer à fidéliser nos propriétaires. Nous sommes passés de 27 propriétaires à 127 propriétaires aujourd'hui, malgré que nous avons une pénurie de logements, malgré que nous avons des propriétaires de plus en plus difficiles. On a créé des mécanismes pour fidéliser les propriétaires, pour être en contact avec le propriétaire, développer un service après-vente, comme on le dit dans le milieu immobilier. Il faut savoir que, bon, si vous avez des questions, ça sera pour la fin. Merci. Merci Bernard. Je reviens. Alors, un mot qui est, je pense, à la mode dans beaucoup d'organismes, et on en fait partie, ça s'appelle le continuum de service. C'est ça qu'on a nommé dans
dans notre projet et je souhaite le présenter à vous tous. Alors, continuum dans l'idée d'une trajectoire à PLM. Donc, on a essayé de penser par où on commençait puis par où on sortait du projet. Donc, je vais passer à travers ces différentes étapes. Le partenariat, donc c'est la première base. C'est aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est plus de 30 partenaires qui font affaire avec PLM. Donc, vous avez la liste des gens, mais vous voyez que on touche énormément de monde, la communauté, les premiers peuples, les femmes, tous les services d'hébergement d'urgence. Donc, c'est un gros travail de partenariat où on reçoit toutes les références. Alors, ça c'est mon rôle, c'est de travailler fort avec les référents. Parce que c'est eux qui sont les yeux et les oreilles sur le terrain, c'est eux qui connaissent les personnes qui veulent référer à PLM. Donc, je travaille beaucoup à responsabiliser les référents. Ils doivent avoir un rôle central au début de l'évaluation pour connaître c'est quoi Projet Logement Montréal, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un projet avec du suivi psychosocial. Donc, on s'attend à ce que les référents présentent Projet Logement Montréal de la bonne façon aux participants et aux participantes qui ciblent. Parce que si la personne ne veut pas du tout de suivi, ben, on n'est peut-être pas le bon projet pour l'instant. Donc, l'idée, c'est vraiment de responsabiliser, de pas juste donner un nom. Tu es référent, tu dois rester dans le dossier parce que ça va peut-être prendre quelques semaines, quelques mois avant qu'on trouve un logement. Donc, il faut que tu restes au contact de la personne que tu réfères, que tu continues de travailler des objectifs avec. Donc, on explique, on sensibilise, et puis, bah, il y a toute une partie de collecte de documents parce que, comme je vous l'ai dit, pour rentrer avec une subvention de l'Office, il faut de la paperasse. Le guichet d'accès. Donc, c'est la deuxième étape. C'est ça qu'on a créé en 2018. Donc, nos partenaires nous envoient des références. Et donc, j'ai 5 intervenants à l'heure actuelle qui travaillent sur le terrain. Ils se déplacent justement dans les organismes pour rencontrer les personnes qui appliquent à Projet Logement Montréal. Et leur travail, c'est surtout, on axe sur l'identification des besoins à la stabilité résidentielle. C'est quoi, quels enjeux vont intervenir dans l'avenir qui pourraient compromettre ta stabilité en logement. Hein, on donne toujours, on essaye de... Il y a beaucoup de craintes ou de mythes de dire « Ah ben ouais, mais si je consomme, j'aurais pas le droit ». L'idée n'est pas de dire que tu n'as pas le droit de consommer, l'idée c'est de savoir comment tu consommes. Est-ce que tu consommes avec 25 amis chez toi? Ça se peut que ça compromette ta stabilité en logement. Hein? Donc, c'est vraiment d'identifier, puis on va le nommer clairement aux personnes. On va travailler là-dessus parce que je pense que tu as perdu tes logements sans doute à cause de ça, par le passé. Ça arrive qu'on n'accepte pas tout le monde. Et donc, le but du guichet, c'est aussi de référer sur et d'orienter vers d'autres programmes. Si PLM n'est pas la bonne ressource ou le bon organisme ou le bon projet pour toi, vers où on pourrait aller? Donc, on ne s'arrête pas juste à dire bah, on peut pas te prendre, on va aller plus loin. Les éléments gagnants d'une candidature. Donc, ce qu'on met, c'est on essaye d'axer un peu sur l'autocritique. Comme je vous ai donné l'exemple sur la consommation, c'est d'avoir un peu cette légère autocritique de dire ça se pourrait que par le passé, ma dépendance ou a joué sur mon maintien en logement. La personne qui est dans le déni le plus complet, bah, c'est sûr que ça va être un peu plus long. Hein. Et donc, bah, l'implication, tu as donné ton nom, reste dans le... Fais appel, appelle-nous pour savoir où on en est, viens à tes rendez-vous. Et puis bah, l'adhésion au programme dans le sens où bah, voilà, on est un programme, comme je vous dis, avec du suivi psychosocial. Donc, plus tu vas t'impliquer, plus ça va marcher. Éléments expliquant les refus. Donc, vous allez voir les chiffres dans la slide suivante qui parlent d'eux-mêmes, mais énormément ce qu'on appelle d'abandon durant le processus. C'est-à-dire, c'est là où le référent, comme je vous ai dit, est central dans son rôle parce que c'est pas juste de nous envoyer un nom, c'est de rester, de challenger, de continuer à animer la candidature, mais on a énormément de gens qui, on a reçu leur nom, on essaye de prendre contact, ils ont disparu.
ils sont plus là, puis voilà. Et puis on a un petit pourcentage sur le dépassement de service, parce que on fait du suivi d'intensité variable dans la communauté, et à des moments, le profil de la personne est trop lourd, on va dire, pour la capacité de nos équipes. Je vous présente justement les chiffres. Ça, c'est les chiffres qu'on a depuis 2020. C'est des statistiques internes. On a reçu plus de 600 références depuis 2020. Et vous voyez un petit peu, il y a plus de la moitié qui sont acceptés. Et on a une grosse part, 31% de gens qui, justement, comme je vous disais, ont disparu juste après avoir reçu leur nom. Et on a moins de 10% sur justement du dépassement de service. Donc c'est pas, c'est vraiment sur, c'est pour ça que j'insiste énormément sur, je prends du temps avec chaque référent sur, tu as un rôle central. Puis c'est ça qui va amener les conditions gagnantes. Il faut que tu restes au contact du participant que tu as. On a une phase, une fois que la personne est acceptée dans le projet, d'arrimage. Donc, vous voyez un petit peu l'évolution. Un intervenant psychosocial, un agent logement, un binôme qui va rester tant et aussi longtemps que la personne a besoin. Il y a des gens qui sont depuis 8 ans suivis par leur intervenant puis leur agent logement. Signature de bail, emménagement, tout ça accompagné. Donc la personne, lors de son emménagement, a un kit de meubles pour commencer à vivre et une trousse d'achat de première nécessité. La personne ensuite, dans notre processus, dans notre continuum, arrive ce qu'on appelle en suivi actif. Donc c'est ce que font nos 29 intervenants dans la communauté. Ils ont en moyenne 15 participants et participantes dans leur caseload. Et donc, ils circulent à moyenne d'1 heure par semaine, voir leurs 15 participants. C'est des rencontres individuelles dans la communauté. Ils se déplacent pour des accompagnements, palais de justice, médecins, name it. Comme je vous disais, suivi à long terme. Donc, l'intervenant va rester tant et aussi longtemps que la stabilité résidentielle n'est pas acquise. Donc, on a certains que ça fait 8 ans qui sont avec nous. Et l'objectif principal, toujours deux mots, on va dire, on va les nommer comme ça, autonomie et stabilité résidentielle. C'est ça que nos intervenants travaillent au quotidien. Les approches d'intervention mises de l'avant. Donc, on a des formations, Mélanie va y revenir un petit peu, mais c'est des choses que vous connaissez, on ne refait pas la roue. Hein. Donc, on travaille beaucoup sur ces approches-là. Les intervenants sont formés et depuis que Laurence est arrivé, la notion de rétablissement est devenue encore plus centrale dans nos approches. Le post-suivi. Donc, vous vous rappelez les chiffres au début, il y avait quand même beaucoup de monde. Et donc, en 2021, on a créé le post-suivi parce qu'on continuait de recevoir des demandes, mais on ne pouvait pas augmenter la taille des caseloads de nos intervenants. Donc, on a créé le post-suivi qui est le filet de sécurité de nos participants. Et donc, l'idée, c'est une fois que la personne a atteint un niveau d'autonomie et de stabilité en logement, on va l'arrimer avec cette équipe de post-suivi qui fait du suivi plus ponctuel, qui va venir peut-être une fois par mois, une fois ou 2 mois, qui va aider dans les démarches administratives. Et puis, je l'ai mis en bas, flexibilité, parce que c'est pas toujours tout rose. Et puis, la stabilité, des fois, ça crash, puis ça va pas, la personne rechute, puis sa stabilité est compromise, le propriétaire veut l'amener au tribunal du logement. Et donc là, si le niveau de service dépasse ce qu'on peut faire, on va faire un chemin inverse. On va dire, OK, on va retourner en suivi actif, on va remettre un intervenant qui va venir chaque semaine te voir pour restabiliser les choses. Donc aujourd'hui, le post-suivi, c'est 150, 180 personnes qui sont en post-suivi. C'est des caseloads d'environ 35-40. Ça ressemble à ça. Les bénéfices du post-suivi, transition en douceur, parce que le sentiment d'abandon, ça arrive vite. Hein, comme je vous dis, des années avec un intervenant, des fois la seule personne significative dans leur vie.
Donc le poste suivi, c'est pour permettre de ne pas faire une coupure brute. Développement personnel, parce que nos intervenants dans l'actif travaillent quotidiennement sur les enjeux de dépendance, de santé mentale, de santé physique, tout ce qui est crunchy. Puis le poste suivi, ça permet de travailler d'autres choses, d'avoir le temps de travailler sur l'employabilité, d'avoir le temps de travailler sur les liens sociaux, des contacts avec la famille. Donc, ça permet ça. Puis, ce qu'on appelle l'éducation locative, c'est quoi être un locataire? C'est quoi tes droits? C'est quoi tes devoirs de locataire? Donc, le poste suivi a ce temps-là pour travailler ça. Et puis, il faut aussi qu'il y ait une sortie de projet. On ne peut pas rester ad vitam aeternam dans le projet. Donc, voilà une liste non exhaustive, mais des critères qu'on regarde chez les personnes pour dire à un moment, OK, on a bien travaillé tous les deux, ton autonomie est complète, ta stabilité est complète. Et puis, vous voyez, c'est le maintien en logement. Est-ce que tu payes bien ton loyer par toi-même? Est-ce que tu es complètement autonome? Est-ce que dans tes activités de vie quotidienne, tout se passe bien? Est-ce que tu as un médecin, un travailleur social? Donc, c'est avec ces critères qu'on va dire, bon, on va se serrer la main, puis on va dire merci, puis bonne continuation. C'est fini pour moi. Je vais laisser la parole. Merci à vous. Bonjour, moi c'est Mélanie Bissonnette, je suis la coordo clinique de Projet Logement Montréal depuis 2020, donc je suis arrivée en pleine pandémie. Donc ce que je vais vous présenter, c'est des défis, je vous dirais qu'en 2020, on en aura rencontré avec la pandémie. Donc, et pour moi, aujourd'hui, c'est un défi d'être là auprès de vous. Donc, on va regarder ensemble. Moi, je suis la coordonnatrice clinique, comme je disais. Il y a environ 32 intervenants, mais quand on considère les chefs d'équipe aussi, on a 29 intervenants en actif, donc 4 chefs d'équipe. Donc, on va regarder les principaux défis qui sont rencontrés dans le suivi. Et par la suite, on va voir aussi les solutions qu'on a tenté de mettre en place parce qu'on va toujours rencontrer des défis. Donc, mais on essaye quand même d'améliorer nos pratiques et de trouver des solutions adaptées à nos besoins. Donc, quand il y a la signature de bail, souvent ce qu'on voit chez le participant, c'est la motivation à vouloir changer les choses, à faire des changements. Mais on se rend compte que rapidement, quand l'intervenant va une fois par semaine au domicile, il y a une baisse de la motivation, on voit un peu plus de fuite. Et quand David parlait des enjeux de déplacement, quand la personne est à la Chine puis que ça prend 1h30, l'intervenant, quand il se déplace puis il revient puis que la personne n'est peut-être pas là, c'est beaucoup de temps qui est perdu. Ça ne permet pas de voir les défis aussi qu'ils rencontrent au quotidien. Souvent, quand ils sont fuyants, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur du logement qui ne nous permettent pas d'intervenir pour éviter que la stabilité résidentielle soit compromise. La collaboration mitigée, mais il y a aussi le lien de confiance. Souvent, ils ont traversé plusieurs épreuves dans leur vie, ont eu plusieurs équipes traitantes, et de recréer un lien à chaque fois qu'ils rencontrent et qu'ils sont impliqués dans un nouveau service, ça devient extrêmement difficile. Donc, le lien de confiance, souvent, est difficile à créer avec eux. On a la cohabitation, on se leurra pas, les difficultés au niveau du voisinage, des fois, ça fait la fête un petit peu trop tard. Le squattage, ce qu'on voit beaucoup, c'est des occupations illégales. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui sont vulnérables. Nos participants sont vulnérables en logement, rencontrent un pocheur, rencontrent un voisin, rencontrent quelqu'un dans la rue, le fait venir chez lui. Finalement, ça devient une occupation illégale et c'est même nos participants qui doivent quitter parce que leur appartement a été pris, a été contrôlé par quelqu'un d'autre. Et de sortir ces personnes-là, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est un enjeu qu'on rencontre de plus en plus. Depuis quelques années, en fait, on rencontre cet enjeu-là de plus en plus. On a aussi le risque de ghettoisation. Quand on veut le nommer, c'est qu'on a un certain nombre de participants qu'on peut mettre dans un immeuble. Par contre, si on en a 10, mais qu'il y en a juste un qui est vraiment très problématique, le propriétaire peut aussi s'en prendre à ceux qui sont plus stables. Fait que ça reste un défi, un enjeu. C'est pour ça qu'on a les agents de logement aussi qui vont venir en collaboration pour essayer de travailler avec le propriétaire, essayer de trouver des solutions temporaires. Puis nous, on travaille au niveau clinique pour essayer d'atténuer les impacts des comportements des participants sur le logement et les autres locataires aussi, là. La communication, on le sait que c'est le principal enjeu pour, même à l'intérieur des équipes, un peu partout, la communication. Mais quand on travaille avec des personnes qui ont des équipes traitantes, on a un propriétaire, on a des fois quelqu'un qui vient habiter chez lui, nous, on a des équipes dans des organismes différents, la communication reste vraiment un enjeu important.
Et surtout, c'est que c'est difficile de départager le rôle de chacun à l'intérieur de ça. Donc, la communication reste la clé pour s'assurer qu'on a bien coordonné tous les services autour de la personne et que le message est clair et qui fait quoi, quand. Avoir des objectifs précis aussi, là. L'accessibilité, le maintien au réseau de la santé, on s'entend, souvent, il y a eu beaucoup de violences institutionnelles. Les délais d'accès à un médecin de famille qui nous permettent d'avoir à des services spécialisés est extrêmement long. Les difficultés d'accès à des services adaptés aussi. Ils n'ont pas de diagnostic, ils n'en ont pas eu. Puis là, ça se bat pour savoir est-ce que c'est la dépendance, c'est la santé physique, est-ce que c'est la santé mentale. C'est extrêmement difficile d'avoir le service qui est adapté aux besoins de la personne. Les difficultés de communication, ça reste aussi, comme je le nommais avant. Puis les désengagements des équipes. Hein. Eux, ils ont des stats à compléter. Bien, s'ils n'ont pas fait 2 à 4 interventions par mois ou que la personne n'était pas présente, bien, c'est facile de fermer le suivi. Et je le sais parce que j'étais dans le milieu avant. Fait que je sais très bien qu'un suivi, tu ne l'as pas vu, ça fait 2 mois, bien, c'est fini, on passe à un autre appel et il y a des listes d'attente. Donc, c'est extrêmement... T'sais, pour nous, on ne se désengagera pas. On est PLM, on va rester là, on a des engagements, mais les équipes traitantes, pour eux, c'est plus facile s'ils ne rencontrent pas leur cible de se désengager. Ça, on va voir, on a vraiment créé une stratégie adaptée pour répondre à ça auprès de PLM. Aussi, les profils diversifiés, hein, ça demande énormément d'adaptation pour les intervenants pour intervenir. On parle de vieillissement prématuré, de la comorbidité, les diversités sexuelles et de genre, les situations économiques, socio-économiques précaires, les problèmes d'accumulation, puis les réalités ethnoculturelles quand on parle d'immigration et autres. Ça fait en sorte qu'on doit avoir des super intervenants qui sont polyvalents parce que c'est des services en soi et les personnes ont chacun leur réalité. Fait qu'il faut vraiment trouver des façons de former les intervenants pour qu'ils répondent le plus possible aux besoins de chacun de ces profils-là. Fait que ça demande énormément d'adaptation et ça reste un défi en soi aussi. Donc, quand on parle de tous ces défis-là, quand on parle des profils diversifiés, quand on les met tous ensemble, on arrive à des cas complexes. Mais les cas complexes, c'est eux qui sont le plus à risque au niveau de la stabilité résidentielle. On en a à peu près un peu moins de 10% de cas complexes où on sait que leur stabilité est réellement compromise. Mais les cas complexes sont aussi créés par le système. Hein. Il y a eu des abandons à travers tout le système. On sait aussi que le sous-financement des ressources, le réseau de la santé, je pourrais vous en nommer là, une tonne, mais le système a aussi créé ces cas complexes-là. Fait que c'est important de ne pas le voir juste comme un individu qui rencontre plein de problèmes, mais c'est un individu qui est dans un système qui l'a souvent échappé depuis qu'il est tout jeune aussi. Donc, on va aller vers les solutions, parce que c'était bien beau, mais ça prend des solutions à tout ça, parce que sinon, tout s'effondre. Donc, pour supporter les équipes, mais aussi les participants, parce qu'on s'entend que si on forme les équipes, bien, on aide les participants en soi aussi. Donc, on va aller voir différentes solutions qu'on a mises en place. Donc, la création de comités, on a créé un comité des participants. Donc, il y a des intervenants qui pilotent un comité des participants qui, Laurence aussi, est impliquée à l'intérieur de ce comité-là, qui vont revoir nos procédures, qui vont revoir un peu... qui vont revoir ce qu'on a comme service. Il va falloir que j'accélère un peu. On a créé un comité inclusion et diversité aussi, parce qu'on le sait, c'est la réalité d'aujourd'hui. On doit s'adapter à toutes ces nouvelles réalités-là. On a des protocoles, un comité protocole et un comité social, parce que garder les employés, c'est pas évident. Et si les employés sont heureux et qui ont du plaisir à l'intérieur de leur emploi, ben, on est plus à même de les garder. Les formations, ça, je vais pouvoir le passer un peu plus vite. Donc, moi, tout au long de l'année, avec les intervenants, tout ce que je vois ressortir comme défi, ben, je vais aller essayer de soit monter une formation adaptée pour leurs besoins ou je vais aller chercher des formateurs qui vont monter des formations adaptées à notre réalité. Parce que c'est une réalité en soi, PLM. C'est difficile d'aller prendre une formation puis juste l'offrir telle qu'elle sans vraiment adapter selon la réalité de ce qui est rencontré par nos intervenants. Et il y a un calendrier annuel qui est fait aussi. Et c'est là ce qui devient intéressant par rapport à l'accessibilité au réseau de la santé dont je vous parlais. Je suis partie avec mon petit baluchon, j'ai rencontré des gestionnaires du réseau de la santé. J'ai créé avec eux des ententes de services. Donc, ces ententes de services-là permettent d'avoir accès plus rapidement parce qu'on sait qu'on a un momentum dans l'intervention. Hein? Quand le participant ou la participante est prête là, si je dis « Ah oui, mais il va falloir que tu attendes à peu près 6 mois pour avoir un psychiatre », bien, il sera plus prêt dans 6 mois. Donc, cette entente de service-là a été signée par les directions des CIUS. Donc, ça nous permet un échange de... Nous, on leur consacre un certain nombre de places à PLM, mais eux s'engagent aussi à nous donner accès à des IPS, des services de santé plus rapidement. Et ils s'engagent aussi à ce que, même si c'est eux qui nous ont référé le participant à PLM, puis que le participant est logé
dans l'ouest de la ville. Mais si eux, leur CIUS est dans l'est, ils vont continuer à faire le suivi, même dans l'ouest, jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle équipe traitante qui soit mise en place pour pas qu'il y ait de vide de service et que la personne se retrouve en instabilité résidentielle. Donc, c'est vraiment des ententes directes avec PLM et le réseau de la santé qui ont été créés pour éviter justement le désengagement des équipes. Ça ne réglera pas tout, là, mais ça l'améliore quand même. Le support clinique, je peux passer plus vite un petit peu ça aussi, c'est vraiment l'organigramme au niveau, là, en haut, c'est moi qui est là. Il y a un adjoint aussi. Après ça, il y a les coordonnateurs de chacun des organismes. On a un chef d'équipe par équipe et après ça, il y a les intervenants. Donc, ça fait vraiment en sorte qu'à tous les paliers, ils ont du support parce que c'est extrêmement complexe, épuisant. Il y a des traumas vicariants liés à tout ça par rapport à nos intervenants. Donc, ça leur prend vraiment une structure de support qui est claire pour répondre à leurs besoins à tous les niveaux des difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Donc, ça passe par des réunions d'équipe, de la supervision clinique. Les réunions d'équipe, il y en a dans chacun des organismes. On crée des réunions unifiées pour l'échange de pratiques. Donc, dans ces réunions unifiées-là, il va plus sous des formes de thèmes. Hein, travailler en l'absence d'une demande, la séduction dans l'intervention. Donc, vraiment, on crée des thèmes qu'on voit souvent à l'intérieur des difficultés rencontrées par les intervenants et on s'assoit et on fait un partage de connaissances et on parle de nos stratégies, comment toi tu interviens dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment un partage de connaissances qui est fait. Il y a de la supervision clinique que je peux faire de façon ponctuelle et il y a l'évaluation de charge de cas annuelle. À chaque année, je m'assois avec le chef d'équipe, l'intervenant et l'adjoint pour faire l'évaluation de la charge complète. Donc, on passe de A à Z. Chacun des participants, il y en a environ 15 chacun. À cause du contexte là, de Montréal, hein, c'est très étalé. Donc, ils ont 15 participants chacun pour lesquels on regarde à monter le plan d'intervention pour l'année, les enjeux aussi au niveau relationnel qu'ils peuvent rencontrer parce que on travaille avec l'humain, hein, fait que c'est pas toujours simple. Des protocoles, des outils, des procédures comme un peu partout, mais on est allé vraiment dans des chaînes aussi, des arbres décisionnels pour savoir, j'observe telle difficulté, c'est quoi la prochaine étape comme intervenant? Bien, je contacte mon ADL, je contacte mon chef d'équipe. Est-ce que mon chef d'équipe vient intervenir avec moi? Est-ce que j'implique la coordination? À quel moment on en parle au propriétaire de ce qu'on vient d'observer chez notre participant? Donc, vraiment, on a créé un arbre décisionnel pour faciliter le travail. Diversité des approches. Donc, pour répondre à tous ces défis-là, on n'a pas un profil d'intervenant précis. On a autant des psychologues, TS, des éducateurs. C'est très varié. On a fait l'embauche aussi d'un infirmier qui a changé beaucoup de choses parce qu'on s'entend avec Tim, tantôt on parlait de la crise des opioïdes. Bien, c'est rencontré partout. Fait que notre infirmier a pu travailler avec la santé publique pour aller chercher des kits de consommation. Comme ça, quand l'intervenant va à domicile, non, c'est pas un travailleur de rue, puis on veut pas qu'il devienne un fournisseur de matériel. Mais par contre, ça peut sauver des vies si on est capable de donner un premier kit, puis par la suite, bien, avec la personne, on est capable de l'arrimer vers un service qui va venir changer son matériel de consommation. Donc, on est plus dans la prévention. L'infirmier est allé intervenir auprès des participants que ça faisait 9 ans à peu près qui étaient en logement et situation dégradée avec un risque de stabilité qui était vraiment compromise, est allé évaluer et il commençait à avoir de la nécrose au niveau des pieds. Le monsieur ne voulait jamais montrer ses pieds. Maintenant, il est rendu en CHSLD, il reçoit les services adaptés pour lui-même. Fait que l'approche infirmier pour parler avec le réseau de la santé, ça facilite beaucoup. Oui. Et l'appareil danse, je suis rendue là, merci, c'est bon Théo, j'avais mes petits. Donc, je vais vous présenter Laurence, qui va, en fait, elle va se présenter elle-même. Donc, on a embauché Laurence Laparaît-Dente il y a 1 an et demi et elle va venir vous parler de son travail. Bon matin tout le monde, merci d'être venu. Moi je m'appelle Laurence, je suis Laparaît-Dente à PLM depuis juin 2023. Et après avoir dit tout ce qu'on a dit, après avoir fait tout ce qu'on a fait, à PLM, depuis quelques années, on avait l'intention d'aller plus loin. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour aller plus loin? Puis on a décidé de s'arrêter un petit peu sur la paradance. La paradance qui émerge depuis plusieurs années dans les centres hospitaliers autant que dans les ressources communautaires. Moi, je suis paradante, oui, mais je suis avant tout un être humain. Un être humain qui a vécu beaucoup d'enjeux, alcoolisme, toxicomanie, problèmes de santé mentale, dépression, la ronde de la médication, la difficulté aussi, merci David, la difficulté aussi
à obtenir des services de santé adaptés. Donc, c'est tellement difficile. C'est vraiment un exploit parfois de le faire. Donc, je suis passé à travers tout ça. Identité sexuelle et de genre aussi fait partie de mon vécu. Et puis, après 23 ans d'abstinence avec les alcooliques anonymes, il y a eu rechute, il y a eu une entrée en centre de traitement en dépendance dans lequel j'ai passé un an comme résident, mais aussi comme bénévole pendant 6 mois. Et puis, c'est là que j'ai fait mon coming out trans à l'âge de 50 ans. Je suis en transition présentement. Et puis, ben, c'est aussi mon passage là qui a commencé à me dire qu'est-ce que je vais faire après. Donc, j'ai décidé de me réorienter en intervention. Et puis, quand j'ai parlé de la paradanse à mon médecin, ben, il dit « C'est magnifique, ça, vous cochez vraiment toutes les cases, vous. » Donc, c'est comme ça, tranquillement, que de fil en aiguille, PLM et moi, on s'est trouvés. Il y a eu un timing merveilleux qui a fait qu'on s'est trouvés. Et puis, ça fait presque 1 an et demi que je suis là maintenant. L'approche en paradanse, c'est pas compliqué, c'est un être humain qui parle à un autre être humain. C'est de l'écoute, c'est de l'empathie. C'est quelqu'un qui est là pour écouter la personne, qui est là, présente pour la personne. On sait combien en centre hospitalier, personne n'a le temps, tout le monde court. Le médecin ne va pas avoir le temps de passer 1 heure avec quelqu'un pour l'écouter de ses problèmes, de ses ennuis. Tandis que moi, je suis là. Je suis là pour ça. Et puis, non seulement je suis là pour ça, mais je suis là pour les comprendre aussi, parce que j'ai vécu les mêmes choses qu'eux. J'ai vécu l'itinérance. J'ai pas été dans la rue, mais faire du couchsurfing pendant des mois et des mois sur un divan d'un puis de l'autre, ça en est aussi. On appelle ça de l'itinérance cachée. Donc, j'ai passé par toutes ces choses-là. Puis c'est ça qui fait aussi que les gens vont se sentir écoutés, vont se sentir compris. Puis c'est ça qui manque souvent à ces personnes-là. Motivation, accompagnement, inspiration, mon rôle dans la paradanse, c'est ça en fait. C'est de les accompagner dans leur démarche de rétablissement, parce que moi, c'est vraiment le rétablissement que je vise, parce qu'un logement, c'est pas tout. Un coup que les gens arrivent en logement, souvent, ils ont fréquenté les centres d'hébergement d'urgence, et puis à ce moment-là, ils sont encadrés, il y a d'autres gens, il y a tout un monde, mais quand ils arrivent tout seuls dans le logement, qu'est-ce qu'ils font après? Devant leur télé, 24 heures sur 24, à rien faire, c'est difficile. C'est là souvent que certains participants vont avoir des ennuis, qui vont rechuter, qui vont avoir des problèmes, qui vont ressurgir. Mais à ce moment-là, moi, je suis là. Je suis là pour aller les écouter. Je suis là en cas d'urgence. Je suis là tout le temps. C'est pour ça que moi, je n'ai pas un caseload attribué. Ce sont des références des intervenants avec qui je travaille sur des participants, parce que, bien entendu, un suivi avec un paradant, c'est sur une base volontaire. Ça prend juste un tout petit désir, une toute petite étincelle de vouloir s'en sortir, de vouloir s'améliorer, de vouloir régler un problème. L'inspiration, c'est pas compliqué. Moi, je le dis tout le temps comme ça. Le 8 juin 2019, c'était ma première journée sobre. J'allais entrer en thérapie. Et puis, par la suite, il s'est passé ce que je vous ai dit, réintégration au travail et tout. Puis le 8 juin 2023, 4 ans, jour pour jour, exactement à 9 h du matin, je passais mon entrevue pour le poste de paradante que j'occupe maintenant. Donc, je pense que c'est un bel exemple de rétablissement, puis ça démontre que c'est possible de s'en sortir, qu'il y a de l'espoir pour tous les gens ici. C'est important. Briser l'isolement, je vous l'ai dit, briser l'isolement, c'est l'impact premier. Il y a des gens que j'ai suivis, que je suis depuis plus d'1 an maintenant, et puis il y a un participant récemment qui me disait Laurence, j'en reviens pas. J'étais en consommation, j'étais pas là, je te ouvrais pas la porte, et puis toi, tu revenais semaine après semaine, tu m'as jamais lâché. Mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, moi, je prêche par l'exemple. Si je veux que les gens soient assidus avec moi, il faut que je sois assidu avec eux. C'est pas au bout de 2-3 rencontres ratées que je lâche le suivi. Je suis plus persévérante que ça. Changement positif, c'est de démontrer la volonté, le changement. Il y en a beaucoup de changements. Des exemples de réussite. J'ai Benoît qui était sous l'emprise du crack. C'était incroyable, il n'y avait plus de vie, il était en train de mourir, il était tout petit, il était tout mec. Et puis, à force de le suivre, maintenant, il y a une dizaine de mois d'abstinence. Et puis, il fait du bénévolat auprès des personnes âgées. Et puis, il y a d'autres personnes comme ça que je suis. On a plein de belles exemples à PLM.
Mon rôle au niveau de l'équipe, mais c'est de la sensibilisation, sensibiliser les intervenants à la réalité des participants, les enjeux. C'est quoi l'état psychologique dans lequel tu es quand tu tombes sur l'aide sociale pour la première fois de ta vie, ou que tu tombes sans logement, que tu tombes dans la rue alors que tu as travaillé toute ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est des enjeux que souvent sont méconnus. C'est de la collaboration avec autant la coordination, les 4 équipes d'intervention, l'équipe d'agents de logement, l'équipe du continuum. Moi, je visite régulièrement les 4 équipes d'intervention. Je participe aux réunions d'équipe, autant qu'aux réunions au niveau de la coordination pour certaines choses. Je suis ici aujourd'hui pour vous en parler d'ailleurs. Donc, c'est cette collaboration que j'essaie d'apporter. Je fais de la liaison aussi, c'est-à-dire que moi, je vais collaborer aussi avec les centres de services au niveau psychiatrique, au niveau de la dépendance, les centres hospitaliers, les centres de traitement de dépendance, privés aussi. Je vais faire le lien avec tout ça. Je vais collaborer. J'ai des interventions conjointes avec tout ce monde-là, avec les participants qui sont présents. Alors, c'est un petit peu ça le travail que je vais faire. L'impact au niveau de l'équipe, le partage d'expérience qui fait que je peux éclaircir certaines situations par rapport à des interventions. Je vais servir de personne ressource, en fait. Ressources complémentaires et alternatives, je dirais, au système de santé, puis à ce qui existe déjà, de par le vécu, puis de par tout ce que je peux apporter au niveau personnel, au niveau du contact privilégié que je vais avoir avec le participant. C'est ça que je vais réussir à développer avec le participant en lui partageant mon vécu et mes expériences. Approche empathique, faciliter la communication, de par mon partage d'expérience, encore une fois, je vais souvent aller chercher des informations auprès du participant qui ne dira pas à un intervenant, qui ne dira pas à un médecin, parce qu'il y en a trop honte, tout simplement. Et puis, c'est ça qui fait la différence. Témoignage des participants, eh bien, on vous a préparé un petit vidéo. J'étais itinérante sans adresse fixe pour 3 ans de temps. J'étais toujours en logement. Je vivais assez aisément, malgré mon alcoolisme, mais je me faisais évincer aussi assez souvent. Et ce qui est arrivé, c'est que, justement, en mai 2021, c'était la rue, pour moi, qui s'en venait. J'ai passé à la rue de janvier 2016 à août 2018. Depuis combien de temps êtes-vous à PLM? Maintenant, depuis juin 2021, et je suis très heureux du dénouement que ça a produit chez moi. Je suis arrivé en logement en août 2018, au début du mois d'août 2018. Qu'est-ce que PLM vous a apporté? PLM, c'est de l'amour que vous m'avez donné, c'est de l'attention, c'est de l'amour, c'est des conseils, c'est de votre temps. Trouver un logement, puis signer le bail, puis aussi quelques furnitures. Le personnel de PLM là, que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui sont tous efficaces à leur manière, à leur façon, sont tous différents, c'est des êtres humains, on est tous uniques, là, mais ils ont tous un grand désir d'aider, d'encadrer, et puis on le sent, ça, cette attention-là, cette aide-là, cet amour-là, elle est palpable. Puis ça donne de l'espoir, ça donne, ça rallume des bougies, ça donne beaucoup d'espoir. C'est PLM qui m'a guidé, qui ne m'a pas lâché et qui a continué de me guider. Et aujourd'hui, je vis des mois, des jours tellement meilleurs et tellement beaux. C'est super, super, très bien. Quand je rentre chez moi, je suis vraiment bien. Je suis en paix, c'est chez moi. C'est chez moi, puis ça paraît. Il y a des décorations, tu vois de mes photos, c'est bon chez moi, puis j'en suis fier. J'en suis vraiment fier. Depuis que j'ai ce logement, je me sens beaucoup plus en santé mentale, physique. Avoir de la roof, avoir chez soi. Puis aussi, quand on n'a pas de l'adresse fixe, nos papiers importants sont un peu partout. Puis ça nettoie, beaucoup de nettoyage aussi. Au lieu de courir partout, aller coucher ou aller manger, là, je dors chez nous, puis
cuisine chinoise aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ah, c'est de continuer dans le chemin. J'aimerais reprendre mon activité c'est-à-dire mon loisir d'ébénisterie. Et j'aimerais bien aussi me diriger vers la restauration de vieux meubles. C'est un rêve pour moi, que j'ai découvert en faisant des meubles moi-même. Ben, continuer d'avoir une place, puis avoir une bonne santé, pouvoir de m'en sortir pour le mieux. For better life. Moi, je n'ai que de la gratitude envers tous ceux qui m'ont aidé. Que pour une rare fois dans ma vie, je n'ai pas retourné du revers de la main l'aide qu'on m'offrait. Je l'ai accepté cette fois-là parce que je voyais la déchéance dans laquelle je m'en allais. Et c'est vraiment grâce à eux, la Maison du Père, PLM, que je suis ce que je suis maintenant. Je me sens la jeûner à chaque jour. Je veux dire à tout le monde que PLM, la Maison du Père, toute l'équipe, moi j'étais mort, j'étais carrément mort quand je suis arrivé à la rue, j'étais mort, puis je suis revenu à la vie tranquillement, puis aujourd'hui je suis un bel être humain, oui il y a de l'espoir pour tous ceux et celles qui sont dans la rue aujourd'hui, oui il y a de l'espoir, puis ça je veux le dire. Alors, merci tout le monde. Si vous avez des questions. Oui, un grand merci. Hein? C'est impressionnant comme projet. Puis évolution hein, dans vos travails. Puis ça ne me surprend pas que vous avez eu ces sortes de succès avec vos clients. Alors, on a une quinzaine de minutes pour des questions. Si vous avez des questions pour... oui, ici. Mais concrètement, qui sont ouverts en plateforme? Vous êtes des employés de chacun des organismes participants? Oui, dans le cas où on a un consortium, mais effectivement, le financement, c'est vraiment comme un et chacun, on a nos équipes qui sont attitrées à nos organismes. Les auditeurs et oui, et c'est à partir de la répartition financière qu'on les aide de façon Juste, on va utiliser le micro, s'il vous plaît, parce que pour les traducteurs, c'est important. Bonjour. Check one. OK. Mon nom, c'est Peter. Je travaille ici chez Ottawa Inner City Ministries. On fait un projet similaire à la vôtre, sauf que c'est juste moi et 2 autres personnes comme intervenants du milieu. On a du financement du fédéral de Infrastructure Canada. Et je me pose la question, comment vous avez réussi un taux de succès 78% de rétention? Moi, je trouve ça incroyable. Parce que moi, mon expérience de mon vécu comme étant intervenant de ce milieu-là, souvent, c'est la consommation des substances là, qui est vraiment l'entrave numéro 1, qui fait en sorte que le taux de succès d'abandon, puis etc., que ça ne marche pas, c'est vraiment la raison numéro 1 pourquoi que ça ne marche pas. Comment vous réussissez à atténuer puis à mitiger l'aspect de la consommation des substances? Même moi, j'ai trouvé, pendant que j'étais intervenant, avant que je commence ma présente job, c'est comme faire ce projet que je fais maintenant, pour les vétérans, c'est pour les vétérans des Forces armées canadiennes, que la réduction des méfaits, ça ne marchait pas. Quand j'étais à Bernard-Grand-Maître, à l'aréna Bernard-Grand-Maître, ça ne marchait pas, la réduction des méfaits. Comment vous marchez, comment ça marche chez vous pour ça, pour mitiger la problématique des substances, là? Je vais y aller pour l'aspect clinique. Ben, au niveau clinique, comme on expliquait, on a maintenant un infirmier qui aide au niveau tout ce qui est matériel. On a aussi Laurence qui a un vécu, donc souvent va être impliquée au niveau des formations. On a eu entretien motivationnel, il y a beaucoup de support clinique qui est offert. Et puis,
c'est aussi intervenir au bon moment. Quand intervenir au bon moment pour éviter la stabilité, que la stabilité soit compromise. C'est là aussi souvent l'enjeu. Comme on disait, souvent, c'est ceux qui perdent le plus leur logement aussi, par contre, ceux qui ont un problème de consommation. Fait qu'il n'y a pas de réponse. Je pense pas qu'il y a une stratégie qu'on peut mettre en place. Je pense que c'est différentes stratégies de faire intervenir aussi. Souvent, nos chefs d'équipe vont aller intervenir pour dire, regarde, là, tu es vraiment prêt de le perdre. Fait que de mettre des stratégies en place avec un cadre plus serré. La coordination, on va souvent aussi aller sur le terrain pour juste faire comme, hey, ça, c'est un wake-up call. C'est vraiment ton dernier choix. Fait qu'on y va vraiment graduer et c'est de répondre, de l'adresser très rapidement en transparence aussi. Pas laisser le problème de consommation puis que ce soit un éléphant dans la pièce, mais dès le début, avec l'évaluation souvent du guichet, on le sait aussi, ça a été identifié, donc on est capable déjà de faire comme on le sait que ça va être difficile, ça va être un enjeu. Comment on peut supporter, à quel moment on doit s'inquiéter? Fait que de vraiment mettre un filet de sécurité autour nous permet aussi d'éviter. Puis c'est sûr que quand on a quelqu'un qui se retrouve qui est en stabilité résidentielle, on a des stratégies internes aussi, tout dépendant de quel type de subvention il a. Est-ce qu'on est capable de le déménager avec une autre subvention? Donc, vraiment, on va utiliser ces stratégies-là aussi internes qu'on a, mais c'est pas simple, là. Je pense aussi que c'est ce qu'a nommé Bernard, c'est 8 ans, 9 ans de partenariat avec les propriétaires, de leur dire « laissez-nous le temps ». C'est du gain de temps, on va aller, on va intervenir. Vous nous avez alertés, on le savait peut-être déjà, mais donnez-nous le temps d'intervenir. Et c'est tout ce travail de sensibilisation, de partenariat qui fait que les propriétaires, des fois, souvent, très contents des résultats au bout du compte. De dire, OK, je vous ai laissé le temps, puis je vois des impacts positifs, donc vous n'êtes pas dans le beurre. Vous venez, vous intervenez, j'ai une réponse, j'ai quelqu'un qui décroche au téléphone quand j'ai un problème. C'est aussi ça qui a permis au fur et à mesure des années je pense, de nous... Okay, merci. Il y a une autre question. On va juste, parce qu'il y a plusieurs questions, si on peut... au fond, vous avez une question? Bonjour. Question, commentaire. Premièrement, félicitations, Laurence, pour ton rôle de père aidante. Merci. Je pense que c'est la preuve que de plus en plus on va en avoir, puis que tu sois présent aussi dans le panel d'experts, ça prouve justement le plus-value. C'est une petite question de technicalité. Es-tu engagé en tant que père aidante ou aide de service? Est-ce que tu as réussi à avoir le titre officiel, vu que des fois dans les organisations, c'est difficile d'avoir le titre père aidante? Oui, moi j'ai été engagé en tant que père aidante. Et puis, je suis allé suivre une formation père aidant réseau en santé mentale à l'automne dernier, durant le temps que j'étais à l'emploi de PLM aussi. Donc, je suis vraiment père aidante attitré, diplômé, si vous voulez, là, officiel. Stampé. Stampé, effectivement. Ouais. Bravo. Puis ma deuxième question, c'est peut-être pour la coordonnatrice clinique. Est-ce que vous êtes pivot de tous vos dossiers? Puis si oui, quand il y a un psychiatre ou des suivis Tao, suivi avec les 6 CIUS, comment ça se passe concrètement un peu la collaboration de ça, vu qu'on sait qu'avec le réseau dont je fais partie d'un fois, quand le communautaire est pivot, on a tendance à bien pelleter dans la cour des autres. Tu as tout compris, tu travailles vraiment dans le milieu. Comment vous réussissez à avoir le réseau actif, parce que suivi psychiatrique, suivi d'un fois Tao, c'est essentiel pour le maintien en logement? Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr que c'est du cas par cas. Je suis pas, on est pivot, oui, effectivement, mais ça va dépendre de l'intensité de l'équipe qui va être impliquée. T'sais, si on parle d'un CIV qui a la même intensité que nous, donc de 2 à 8 rencontres par mois, c'est clair que là, on va départager les rôles. Puis on va avoir des rencontres où il va y avoir des plans d'intervention qui vont être faits conjoints pour s'assurer de qui fait quoi. Donc, quand il y a la santé mentale impliquée, l'intervenant va gérer beaucoup plus l'aspect stabilité résidentielle, donc tout ce qui est habitude de vie en logement. Fait que de vraiment faire un plan commun pour départager les rôles reste essentiel parce que effectivement, le réseau a l'impression de servir à rien si nos intervenants sont là à chaque semaine et ils ne voient pas la pertinence de rester engagés, là. Donc, vraiment, c'est cette communication-là, les plans d'intervention.
Mais oui, des fois même, certaines situations, on peut aller vers le désengagement de notre intervenant pour laisser la place à l'équipe traitante de vraiment s'engager complètement. Et on est là juste en backup. Si jamais il y a quoi que ce soit, ils peuvent nous contacter. Mais on va toujours gérer l'aspect logement par contre. Mais ça peut être juste l'agent logement aussi qui pourrait être impliqué après ça là, à ce niveau-là. C'est bon? Okay. Il y avait une autre question. Okay. Monsieur, ici, oui. Bonjour, ça marche? Oui. Merci pour la présentation et la diversité des intervenants, c'est très intéressant. Vos unités de logement sont éparpillées à travers donc Montréal. Je suis curieuse d'avoir votre opinion sur les bénéfices de ce modèle par rapport à des unités de logement qui seraient dans un édifice ou plusieurs d'ailleurs. Il me semble que ce modèle dans un édifice avec 60, enfin peu importe le nombre d'unités, mais est peut-être plus efficace au niveau coût, au niveau intervention. Et je dis ça naïvement parce que je ne travaille pas dans le domaine directement, mais plus dans le financement en fait des logements de transition et des logements d'hébergement d'urgence. Alors, à la fois étonnée du modèle, mais très curieuse de connaître votre point de vue sur les deux façons d'opérer. C'est sûr qu'il y a plusieurs points de vue par rapport à ça. Nous avons des propriétaires qui nous donnent où nous avons une vingtaine, 25 personnes dans le même immeuble. Il faut savoir que la manière dont ça fonctionne, nous avons un quota à ne pas dépasser par immeuble. Par exemple, si nous avons un immeuble de 60 logements, on ne peut pas aller au-delà de 60 logements. Donc, on va prendre peut-être 4% de l'immeuble. Et notre objectif c'est d'accompagner les personnes que nous subventionnons à être au même niveau que tous les locataires. Donc, c'est ça aussi qui fait que nous avons vraiment confiance à ce que nous faisons et tout le suivi qui vient avec le partenariat avec non seulement les propriétaires et tout l'entourage qui fait que nous avons vraiment un taux de succès très, très, très élevé par rapport à ça. Bien, merci. Dernière question, M. Landry? On pourrait répondre par la suite par rapport à ça. Parce qu'il faut le voir comme une offre de service aussi. Je pense qu'il faut le voir dans un déploiement de différentes options pour la personne. Puis ça, c'est vraiment la dernière où on l'amène vers l'autonomie, on s'entend. Fait que c'est comme n'importe qui va avoir accès à cette subvention-là par la suite pour répartir. Il y a un continuum qu'il faut regarder. Il y a vraiment la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et je pense que ça fait partie de l'équation et de la solution plus globale de l'itinérance. Merci. Très beau travail. Merci pour la présentation. Moi, c'est Raymond Landry, coordonnateur du réseau des sans-abri dans la ville du Grand Sudbury, ici en Ontario, à 5 heures de route vers le nord-ouest. Pour dire qu'il y a des francophones hors Québec. Wow! C'est bon français. Je travaille pour le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, qui dessert la population francophone de la région, qui est assez grande, mais on est l'agence principale dans l'entente qui est le réseau des sans-abri. On est 5 agences, donc je reconnais le modèle un petit peu. J'ai plusieurs questions, mais celle dont je vais vous demander aujourd'hui, vu le temps, c'est la question de redevabilité et responsabilisation des participants dans le programme. Quand est-ce que, c'est plus une question clinique et d'appui peut-être, là, mais qu'en dites-vous? Bien, c'est un peu la même réponse quand on regarde par rapport à la consommation, parce que chaque problématique, l'arbre décisionnel a été créé justement pour ça. Parce que des fois, ben, dans la création du lien, c'est de se dire, est-ce que j'en laisse passer? Tu sais, l'intervenant va à domicile, est-ce que j'en laisse passer? Je vois qu'il commence à accumuler des boîtes, je vois qu'il commence à avoir des problèmes. Est-ce que je laisse le temps pour me permettre de bien créer mon lien sans l'adresser? Ou est-ce que je l'adresse tout de suite à risque de perdre mon lien avec le participant? Fait que c'est toujours comme pas si évident que ça et si franc que ça. Fait que je pense que c'est plus dans ce qu'on peut offrir aux intervenants comme support pour qu'ils soient capables, oui, d'adresser directement et en transparence et au bon moment les enjeux, mais aussi de leur donner un support sur quand faire quoi.
Fait que je pense que c'est un peu la même réponse que par rapport à la dépendance que je dirais. Tu sais, c'est dans l'implication de l'intervenant, le support qu'il va avoir, d'adresser les choses aussi avec le participant, parce que ce qu'on observe pour eux, c'est peut-être pas leur réalité. Hein. Des fois, le sens fait pas le même si je lui dis quelque chose, ça peut ne pas faire de sens pour lui, parce que lui, depuis 2 ans qu'il est en logement, ça s'est amélioré pour lui dans sa tête, mais est-ce que ça s'est amélioré assez pour ne pas lui permettre de perdre son logement? Mais ça, cette discussion-là, il faut l'avoir. Puis je pense que c'est cette transparence et cette ouverture-là entre l'intervenant et le participant qui doit être un peu plus proactive, je pense, pour éviter de laisser aller, puis que ça soit rendu irréversible aussi. Mais on travaille avec l'humain, puis je pense que ça prend énormément d'adaptation, puis c'est dur de donner des réponses claires. Fait que je pense que c'est toute la structure autour qui nous permet peut-être d'avoir des enlignements plus clairs, mais ça ne nous empêche pas d'en échapper parfois, par contre. Là. OK. C'est bien. Alors, on va conclure notre session. Un grand merci pour cette présentation. Puis pour votre travail, pour mettre terme à l'itinérance. Travail impressionnant. Alors, bon dîner. Merci.